tenir le temps, je vais imposer un propos introductif et une présentation des intervenants la plus brève possible pour que chacun puisse partager le mieux son savoir, ses convictions sur les sujets qui nous rassemblent. On a proposé au Parti socialiste, avec Boris, qu'on ait une séquence, un atelier pour parler de l'entreprise. L'entreprise à gauche a été tantôt bannie, ou tantôt au contraire adulée. Les deux, j'ai envie de dire, sont des conneries. Il faut aimer l'entreprise pour le potentiel qu'elle représente. Elle représente un potentiel extraordinaire d'une communauté humaine qui est capable de faire du commun, de contribuer aux grands défis du monde, d'assurer la dignité des personnes à travers le travail et la responsabilité, la créativité, mais elle n'a pas en tant que telle à être ni adulée ni bannie, elle a à être transformée. Et c'est notre travail de sociodémocrate que de contribuer à sa transformation. On pourrait dire, en étant très simpliste, qu'on a été sur un angle mort très longtemps de la gauche sur son rapport à l'entreprise, et que partant de la tradition social-démocrate européenne, de nos propres travaux, des secteurs les plus innovants, je pense à l'économie sociale, s'est refondé ces dernières années, ces dernières décennies, je pense notamment aux années 90-2000, les travaux des Bernardins qui ont croisé d'autres travaux, à une refondation de la conception de l'entreprise comme objet, comme institution politique susceptible de transformer le monde et la société. Et c'est dans ce réenchantement du sens de l'entreprise que nous situons cet atelier, à la croisée de différents savoirs, de différentes expériences qui sont rassemblées ici. Nous commencerons par donner la parole à Isabelle Schuman, et je la remercie. Elle représente la Confédération européenne des syndicats, où elle est secrétaire générale. Vous savez que sa présidence est assurée aujourd'hui par Laurent Berger. Et Laurent Berger présente Isabelle Schuman comme la personne qui est en pointe sur les questions qu'elle va aborder, et notamment les régulations mondiales dans les chaînes de production, Et vous êtes chargé par Laurent, tu es chargé par Laurent d'une mission de faire accomplir dans la présidence française une directive européenne à la hauteur de ces enjeux de lutte contre la dignité humaine et les écocides dans les chaînes de production mondialisées. Jérôme Sadier était hier à une autre université encore, c'était l'université de l'économie sociale, je ne sais pas si le terme est bon, de l'économie de demain, plutôt de l'économie de demain, qui rassemble une alliance assez large, qui va du cœur de l'économie sociale militante, je pense au mouvement Impact France, du MOVE, jusqu'au Centre des jeunes dirigeants et l'ESS que tu présides par ailleurs, au nom de l'ESS France. Et cette université a rassemblé 1500 entrepreneurs. La première question que je poserai bien sûr à Jérôme, c'est de nous dire quel est le cœur qui bat dans cette économie sociale qui aujourd'hui représente 10% du PIB et l'activité en France, et qui vise, dans son projet politique, à représenter un tiers de l'économie française pour la transformer en profondeur. Quels sont les messages principaux qui viennent de l'université, et plus largement, et dans le temps long, quelles sont les missions que se sont données l'économie sociale pour transformer le libéralisme et le capitalisme dans notre pays. On a la chance d'avoir avec Jean-Pierre Levade une vision du temps long, celle d'un entrepreneur qui a pris des responsabilités importantes dans des entreprises publiques et privées ou privées de notre pays, qui est un compagnon de route et un membre de du Parti socialiste, mais qui est un compagnon de route de la social-démocratie sur le temps long, puisque vous avez été directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy, dont une des citations que je vénère, qu'on vénère avec Boris, c'est ouvrier, c'est pas un gros mot. Hein, voilà, j'ai d'autres, j'aime bien le point de ciel bleu, on aime bien l'homme, mais donc vous avez servi. C'est à Lionel Jospin. Voilà, pas de. Et vous leur direz tout à l'heure. Donc on a avec Jean ce regard sur le temps long du monde de l'économie, des tournants qui ont été ceux de la gauche depuis les années 80, et vous nous direz vos profondes convictions sur cette transformation de l'entreprise à venir. Enfin, Boris Vallaud témoignera des travaux à la croisée du Parti socialiste et du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui sont en cours sur les questions d'économie en général, et plus particulièrement aujourd'hui sur les questions du partage de la voix et du pouvoir dans l'entreprise, parce que ces deux liens sont intimement liés. On ne va pas partager l'avoir sans partager le pouvoir, et c'est ce lien, cette capacité de l'entreprise en amont à prévenir les inégalités que nous allons explorer aujourd'hui.
J'aime à dire, je terminerai mon propos introductif là-dessus, c'est qu'il y a une face nord de l'État-providence et de la social-démocratie qui est la correction des inégalités, et c'est important et ça va continuer. Et il y a peut-être une face sud qu'il nous faut plus explorer pour les années à venir, c'est celle de la prévention des inégalités par la réforme des institutions en profondeur, donc celle de l'entreprise, dans ses fondements, dans sa raison d'être, mais aussi dans sa façon de faire. Je vais commencer par donner la parole à Isabelle. La règle du jeu, c'est qu'on a une demi-heure d'intervention au cadre, donc ils savent qu'ils ont entre 5 et 7 minutes d'introduction liminaire. Je les relance éventuellement pour une question technique ou un petit complément, et puis on est dans un dialogue sur la grosse demi-heure qui ressort. Ça va comme ça? C'est parti, merci beaucoup. Isabelle. Merci beaucoup Dominique et bonjour, c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et puis de pouvoir vous informer sur les actions très concrètes de la Confédération européenne des syndicats, notamment pour un sujet qui nous tient à cœur très particulièrement, qui est la démocratie au travail. Et c'est un sujet sur lequel c'est un sujet pour lequel je suis en charge avec mes collègues au niveau de la Confédération européenne des syndicats. Et très concrètement, en fait, l'idée, bien sûr, c'est d'organiser le partage ou le rééquilibre du partage du pouvoir au sein des entreprises. Et juste pour vous donner une anecdote, lorsque nous rencontrons nos collègues employeurs, qui s'appelle Business Europe, donc l'association des employeurs européens, Business Europe, et quand on essaye de négocier avec eux ou alors de discuter de ce sujet de la démocratie au travail et on a différents instruments pour en discuter, la réponse est souvent mais il y a des entreprises et c'est ça qui compte, le reste, voilà, sans les entreprises, vous ne seriez pas là. Et, ce à quoi je réponds toujours, oui, mais les entreprises, sans les salariés, sans les travailleurs, ce sont des coquilles vides. Et vous avez aussi besoin de nous. Et je pense que c'est ça l'objectif vraiment de la CES, c'est de replacer le débat au sein d'entités et que j'appellerais des parties constituantes qui sont nécessaires les unes aux autres, qui sont complémentaires les unes aux autres. Et c'est très important de pouvoir, au-delà, je dirais, de ce discours et de cet échange qui est assez courant dans le milieu européen, de travailler sur les instruments. Et c'est ce que nous faisons beaucoup à la CES, de travailler sur justement les directives, les règlements, qui nous permettent de faire avancer d'une façon extrêmement concrète et contraignante. Et je pense que le rôle de la loi est clé dans ces sphères, justement pour moins contraindre, mais inciter à avoir ensemble le même socle de droits, je dirais, fondamentaux minimaux, puisqu'on le sait, les directives ne peuvent poser que des standards minimaux, qui nous permettent non pas seulement d'avoir des droits pour les travailleurs, mais d'assurer une concurrence loyale et une concurrence égale entre les entreprises au niveau national, en Europe, et bien sûr au niveau européen. Et donc là, effectivement, il s'agit aussi d'avoir un marché intérieur sur lequel on puisse compter, un marché intérieur durable, une convergence vers le haut. Et là, je cite le pilier européen des droits sociaux, qui est une déclaration qui regroupe l'ensemble, une déclaration non contraignante bien sûr, mais qui regroupe l'ensemble des institutions européennes et des États membres. Pour nous, il est clair qu'il y a une nécessité de rééquilibrer ce pouvoir au sein des entreprises, notamment parce que il y a des preuves et des évidences, et si on en avait besoin, on en trouverait beaucoup, et on en trouve beaucoup, et c'est souvent, nous en discutions avec Jean, l'écueil dans lequel nous sommes tombés, et que maintenant nous avons compris, c'est-à-dire que nous empilons ces évidences qu'effectivement la démocratie au travail et la participation des travailleurs fait une grande différence dans l'organisation et dans le management des entreprises. Ces entreprises-là vont plus loin, vont mieux, se rétablissent mieux après les crises. Nous en avons des preuves depuis la crise au moins de 2008. Et donc nous avons beaucoup d'études qui nous démontrent la nécessité d'avoir et d'encadrer cette participation des travailleurs. Je citerai par exemple une étude très récente du PIT qui a été faite par un professeur de l'université de Nanterre, qui est Olivier Favero, et pour lequel aussi Christophe Clerc, qui est un avocat, a participé, et qui nous démontre en fait que le seul système vraiment
intelligent et qui permet à l'entreprise d'être une entreprise durable est effectivement une gouvernance de l'entreprise qui est pluraliste et au sein duquel le salariat a un rôle très important. Donc l'idée effectivement ici, c'est de repenser le rôle de l'entreprise. Dominique l'a dit, il faut penser l'entreprise politiquement avec des objectifs extrêmement concrets. Pour nous, bien sûr, représentants des travailleurs, l'idée derrière, c'est de revaloriser les conditions de travail, c'est aussi de renforcer concrètement au niveau européen la cohésion sociale, la justice sociale, et puis bien sûr, depuis quelques années, le monde syndical s'est emparé d'une façon très importante de la transition écologique, de la transition environnementale, et dans certaines industries que nous représentons, notamment l'industrie lourde, il est très important d'inclure cette dimension de transition, de transformation du monde du travail. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et bien concrètement, sur ce domaine de la participation des travailleurs au sein des entreprises, nous avons déjà certaines directives dont on a besoin de révision est nécessaire, notamment pour les adapter. On a des directives sur l'information et la consultation des travailleurs. On a aussi des directives, une directive sur l'entreprise européenne. Et on s'est aperçu récemment que cette structure européenne d'entreprise était utilisée justement pour éviter de respecter au niveau national notamment la participation des travailleurs, notamment la codétermination à l'allemande. Et je vous citerai un cas qui est très connu en Europe actuellement, c'est l'entreprise Tesla, qui a acheté une coquille vide, une SE, comme on dit, une société anonyme européenne, et qui, grâce à cette coquille vide, qui n'avait pas certains critères, puisqu'elle n'avait pas existé, maintenant a la possibilité, en Allemagne, de mettre en place une entreprise sans le respect de l'ensemble des lois allemandes relatives notamment à la participation des travailleurs. Effectivement, une mobilisation extrêmement importante du monde syndical, au niveau national bien sûr, au niveau sectoriel, il s'agit ici du très fort syndicat IG Metall qui est derrière, mais aussi du niveau européen pour changer cette directive. Et puis je finirai bien sûr, parce que Dominique a mentionné, c'est le devoir de vigilance, un devoir de vigilance qui pointe son nez au niveau de l'Europe, pour lequel je suis en charge au niveau de la CES avec d'autres collègues pour le mener à bien, pour pousser la Commission à mettre sur la table sa proposition de directive qui aurait dû être proposée déjà en juin, qui a été retardée, sans que nous ayons une date claire. Mais clairement ici, nous voyons que la France est précurseur, la France est un exemple à suivre. L'Allemagne a adopté une législation sur le devoir de vigilance en Allemagne il y a à peine quelques mois, on peut même compter en semaines. La Belgique est dans les starting blocks, et je pense ici que la Commission doit respecter ses obligations, et entre autres celle d'un devoir de vigilance qui bien sûr fait la différence pour des entreprises durables, pour des entreprises saines, pour une concurrence loyale sur le marché, des entreprises au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Et puis là, vous comprendrez bien sûr, pour nous, l'intérêt premier, c'est bien sûr de renforcer la participation des travailleurs au niveau des entreprises et dans les chaînes d'approvisionnement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, essentiellement aussi pour que les conditions de travail soient améliorées et pour humaniser certains secteurs de l'industrie où nous savons que les conditions de travail sont dramatiques. Mon appel aujourd'hui, mon appel au sein de ces journées du PS, c'est que la France soit au rendez-vous. La France doit être au rendez-vous pour le devoir de vigilance, mais aussi pour tous les autres thèmes que j'ai cités. Au rendez-vous, bien sûr, en avril de l'année prochaine, mais aussi au rendez-vous maintenant, aujourd'hui, au niveau du Parlement européen, au niveau aussi du Conseil, de la présidence du Conseil qui sera tenue par la France à partir de janvier 2002. La France doit jouer un rôle clé
pour faire avancer ces dossiers au niveau européen. Et pour l'instant, l'agenda de la France pour sa présidence ne contient pas un devoir de vigilance, ne contient aucune mesure concernant la participation des travailleurs, et ce n'est pas acceptable. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes 30 socialistes, mais il y a 124 parlementaires français qui appellent à une proposition de résolution européenne et qui réunissent le 30 septembre toutes les parties prenantes pour plaider cet agenda français de la présidence française, incluant cette innovation de la loi de 2017 à l'issue du dernier quinquennat. Jérôme, merci Isabelle. Jérôme, responsable, président de ESS France, des journées en réuni. Moi, j'étais vraiment impressionné, la deuxième année que je participe à Paris, de voir des assemblées où on voit une moyenne d'âge de 30-35 ans, 1500 personnes par jour qui passent sur 2 jours, des personnalités de premier rang qui viennent s'exprimer. Il y a un phénomène, il y a une économie sociale qui sort d'une certaine singularité, peut-être radicalité ou marginalité, et qui s'affiche aujourd'hui comme un contre-modèle aux mêmes dates que le MEDEF. C'est un fait social et un fait politique majeur. Et je suis heureux que Jérôme puisse nous dire quel est l'esprit de ces journées qui annoncent un contre-modèle que nous devons entendre, nous, à gauche, aujourd'hui, et quels sont les messages principaux qui sortent de cette université. Puis dans un deuxième temps, si je suis d'accord, c'est au-delà de ces journées et de ce plaidoyer singulier, les combats de l'ESS dans notre pays et dans le paysage français et européen. Merci Jean. Merci Louis, comme si je comprenais, j'ai plus de 5 minutes si je parle pour deux en fait. Non, ça marche pas comme ça. Alors, de manière télégraphique. D'abord, merci pour l'invitation. Et d'abord, par rapport personnel, en fait, moi, j'ai passé 29 ans au Parti Socialiste. Et j'ai la nostalgie de l'époque où il y avait un puissant secteur entreprise au Parti Socialiste qui a c'est un peu à moitié, il y a ça comme ça. De la considération des travaux, notamment du secteur entreprise du Parti Socialiste. Au-delà de ça, je fais une parenthèse, que ça intéresse personne, de savoir si j'ai passé du temps au Parti Socialiste, mais et encore moins pourquoi j'en suis parti. Non, mais pour revenir sur l'événement qui a eu lieu effectivement jeudi, vendredi, en fait cet événement a une histoire. En fait, il est né il y a 2 ans, c'est la 3e édition. Il a fait suite en fait au départ de Nicolas Hulot du gouvernement, puisqu'on a réuni à l'époque, on était plein, un peu comme ça, à se dire, alors vraiment dans le monde de l'économie sociale, de l'entrepreneuriat social, en se disant, bon, certains avaient une très forte attirance pour Nicolas Hulot, d'autres un petit peu moins, mais le message porté par Nicolas Hulot était totalement désespérant en fait. En gros, je peux rien, je m'en vais. Et certains ont pu me dire, en fait, c'est complètement suicidaire de faire ce genre de choses. Quand on accepte d'aller au pouvoir, c'est pour faire des choses. Et on ne part pas comme ça en délivrant un message de désespérance par rapport à ceux qui veulent essayer de changer les choses. Et donc il y a un truc qui s'est créé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'on voulait incarner l'économie de demain et qu'on a voulu, de manière provocatrice, le faire en même temps que l'UNSTDT du MEDEF. Alors ça n'a d'ailleurs pas marché la première année parce qu'ils ont décalé un truc d'1 semaine. Donc on s'est retrouvé comme des couillons, on va faire un contre MEDEF, mais il avait décalé. Bref, ça a pris ses marques. Et qu'est-ce que ça incarne aujourd'hui? Je dirais d'abord que sur la forme, ça incarne une forme de radicalité entrepreneuriale qui est un vrai pôle d'attraction pour une partie de la jeunesse. Pas toute, une partie de la jeunesse en tout cas, qui cherche des modalités d'engagement qu'elle ne trouve pas en fait dans les partis politiques, qu'elle ne trouve pas dans le syndicalisme, qu'elle ne trouve pas dans d'autres environnements. Elle veut l'incarner dans le monde entrepreneurial, dans le monde du travail, en essayant de réconcilier plus que jamais des motivations personnelles avec l'envie de créer, de travailler autrement. Il ne faut pas négliger le phénomène, il est minoritaire dans la jeunesse, mais il infuse et en même temps il diffuse un certain nombre de choses qui sont extrêmement fortes et je pense que les forces de progrès peuvent difficilement s'en désintéresser. C'est une radicalité qui interroge, à moi qui représente des vieux et lourds acteurs de l'économie sociale, parfois un peu bousculés bien sûr, mais néanmoins je ne vois pas comment on peut passer à côté de ça. Et d'ailleurs, ils interpellent encore plus fortement le MEDEF, qui a du mal à leur répondre. Pareil, quand le MEDEF répond, ils étaient là hier. Hein, donc, en gros, oui, ça c'est très bien, mais nous on a la compétitivité, on a la concurrence asiatique, etc. Mais encore une fois, ils passent à côté d'un truc, à mon avis. Les 2 messages, à mon avis, principaux de ce qui s'est dit dans cette université d'été, c'est d'abord un fort besoin
de transparence sur l'activité des entreprises, et notamment la revendication principale du mouvement Impact France, c'est un impact score qui permet de véritablement mesurer la performance d'entreprise et de la rendre publique. Alors est-ce que ça amène une certification d'ordre public? C'est un vrai débat, y compris entre nous, mais néanmoins ça permet de mieux mesurer de manière certaine, pas déclarative, en tout cas pas que, la performance économique, écologique et sociale d'une entreprise. Et puis, la deuxième ligne, on va dire, qui fait le plus débat, à mon avis, quand même encore, c'est la question des incitations à faire, notamment au moyen de la fiscalité. Est-ce qu'il faut aujourd'hui encourager les entreprises, est-ce que c'est en amont, en aval, etc., sur la base d'une culture du résultat, ou est-ce que c'est au nom de la certification de produits, etc., ou l'entreprise elle-même, de le faire par le biais d'incitations fiscales, qui est une arme à double tranchant, et dont c'est, je crois, la deuxième grande leçon de cette université d'été. Si j'élargis le spectre maintenant à la question de l'économie sociale de manière plus générale, qui se vit depuis des dizaines d'années comme alors, soit en avance, soit en marge, rarement à la tête de ce qui doit bouger dans le monde de l'entreprise, malheureusement, à mon avis. Nous, on est au cœur, l'ESS étant extrêmement diverse, donc je vais raisonner par généralité, puisque vous savez qu'on parle des choses aussi différentes que le monde associatif, mutualiste, coopératif, notamment des fondations aussi d'intérêt général. Mais nous, on est quand même néanmoins au cœur de la tension entre l'avoir et le pouvoir. Pourquoi? Parce que historiquement et statutairement, les entreprises de l'économie sociale ont quand même une constante, c'est leur rapport à la propriété. Ce sont des sociétés de personnes et pas des sociétés de capitaux. Ou même quand certaines le sont dans le monde coopératif, c'est régulé par la loi sur les coopératives, qui fait que la détention de capital n'influe pas sur la question de la gouvernance. En tout cas, elle influe d'une autre manière, c'est que c'est l'égalité entre les parties prenantes. Tout ça n'est pas idéal, il y a plein de contre-exemples, mais je ne suis pas là pour je crois, en débattre. Donc ce rapport à la propriété, il est fondamental, il permet d'avoir une autre façon de résoudre la conflictualité des intérêts dans l'entreprise, et quand je dis dans l'entreprise, c'est dans l'ensemble des parties prenantes, parce que en fait, ce qui caractérise l'économie sociale dans sa version strictement économique, c'est que c'est la double qualité. Vous êtes à la fois propriétaire d'entreprise et en même temps un consommateur ou un bénéficiaire. Et donc, en fait, vous êtes appelé à vous prononcer en permanence, plus ou moins directement, il est vrai, sur ce qu'il faut privilégier, entre le prix, la qualité, la redistribution, etc., etc. Et ça justifie un système démocratique, parfois imparfait, bien évidemment, mais néanmoins, c'est comme ça qu'on résout les intérêts. Là où il y a des marges de manœuvre de l'économie sociale, c'est précisément quand elle a la place des salariés dans la gouvernance. Parce que ce n'est pas parce que les structures d'économie sociale réservent toute leur place aux personnes qui constituent la somme d'entreprise, les vrais propriétaires de l'entreprise, les sociétaires ou les adhérents. Il est vrai que la question de la place des salariés, par contre, est un sujet délicat encore aujourd'hui. Alors, il y a l'hypermodèle qui est la SCOP, par définition, mais dans les autres familles de l'économie sociale, dans les mutuelles par exemple, le débat sur le fait d'avoir des administrateurs salariés dans les mutuelles n'a été réglé que par la loi Pacte, donc il y a 2 ans maintenant, parce qu'avant il n'y avait pas d'administrateurs salariés dans les mutuelles, parce que les conseillers d'administration des mutuelles considéraient qu'ils n'avaient à représenter que les adhérents des mutuelles, c'était eux qui étaient les seuls détenteurs légitimes du pouvoir, ce qui peut interroger par rapport à la vision qu'on peut avoir du capitalisme par ailleurs. Et cette tension-là a été en partie résolue, mais pas encore tout à fait complètement, il reste encore du chemin. Aujourd'hui, dans l'économie sociale, on a, je crois, le trait que je fais avec l'ESS France, on essaye en tout cas de s'approprier le débat général sur l'entreprise. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de l'ESS pour parler de l'ESS, ça va dire. Si c'est pour rester sur son grand asseoir pour parler des 10% de PIB, alors même si je conteste la notion de PIB de manière générale, et le fait que je ne crois pas qu'on puisse résoudre l'ESS a des questions de PIB, parce que l'engagement des personnes pèse beaucoup plus en fait que les points de PIB. Néanmoins, on essaye de s'approprier le débat sur l'entreprise. On y a été encouragé même pas par la loi Pacte, en fait, par le rapport de Nota Sénard qui avait précédé. Et moi, j'avais rencontré les deux, Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard, et je leur avais dit à l'époque qu'il y a quand même un sujet, c'est que faire en sorte que la raison d'être soit affirmée différemment, faire en sorte qu'on puisse proposer une entreprise de socialisation, c'est très bien, mais si le suivi de tout ça est en dehors des instances de surveillance ou d'administration de l'entreprise, il va forcément y avoir un problème. Créer un comité de mission, ça ne mange pas de pain, et évidemment, c'est pas une mauvaise chose. Mais si c'est à l'extérieur et qu'il y a seulement une fois par an un rapport qui est fait et qu'il n'y a rien d'engageant par rapport aux décisions stratégiques de l'entreprise, notamment celles qui ont une dimension
financière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à vrai dire. On va rester au milieu du gué, et je crois que l'affaire Danone, en fait, est là pour le démontrer. Moi, je pense fondamentalement que le patron Danone s'est fait virer parce qu'il n'y avait pas des bons résultats, qu'il y avait des accords stratégiques en interne de la boîte. Mais il n'a pas été viré à cause de la société à mission. On a pu lui reprocher qu'il était trop orienté là-dessus, qu'il passait trop de temps, mais néanmoins, il y a un sujet de gouvernance derrière. Si une entreprise se dit à mission, elle ne peut pas être à la merci d'un actionnaire qui pèse 3% de mémoire du capital de l'entreprise. Ça veut dire qu'il manque bien quelque chose entre l'affirmation de ce que fait l'entreprise, la façon dont elle est possédée et la façon dont elle est gouvernée ensuite. Et je ne crois pas que les administrateurs salariés de Danone, par ailleurs, aient une position en pointe, à vrai dire, sur la question du maintien au monde du dirigeant Emmanuel Faber. Donc on essaie de se réapproprier ces questions-là en disant, à partir de l'économie sociale, de ce qui nous caractérise, qu'est-ce qu'on a à dire au reste du monde de l'entreprise. Non pas qu'on ait des leçons à donner, mais notre rapport à la propriété est différent, notre rapport à la gouvernance essaye de l'être par ailleurs, on essaie de progresser aussi, et ce qui s'est passé à l'université de l'économie de demain le montre, par rapport à ce que l'on dit en matière de mesure de notre performance. J'aimerais, moi, convaincre aussi dans l'économie sociale que, au lieu d'en parler, on pourrait essayer de faire des expériences alternatives en termes de comptabilité, parce que je pense que c'est aussi un sujet non négligeable. Il faudrait bien que quelqu'un montre l'exemple un peu un jour, j'aimerais bien que ça se passe dans l'économie sociale. Et donc on essaie autour de tout ça, dans une initiative qu'on appelle la République de l'ESS, d'expliquer en quoi ce que nous faisons, nous, a vocation à non pas rester figé dans son coin, on n'a pas vocation à transformer l'ensemble de l'économie sous forme d'économie sociale et solidaire, on pourrait le rêver, mais je n'y crois pas spécialement, puis moi je crois à la diversité entrepreneuriale, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, on essaie de dire voilà, comment ces questions qui nous fondent peuvent amener des débats dans la société, peuvent amener les pouvoirs publics à réfléchir différemment. Ce qui nous interroge nous aussi, parce que en fait, l'économie sociale s'étant construite un peu en dehors du monde entrepreneurial classique, dans l'histoire de la gauche c'est intéressant aussi, elle s'est construite en marge d'une gauche un peu doctrinale, marxiste, étatiste, etc. Et du coup, elle s'est éloignée en fait de la question de la régulation. L'économie sociale, finalement, c'est réfugié une forme d'autorégulation. Et du coup, maintenant, elle est réticente en fait à ce que l'État s'occupe d'elle. Parce qu'en plus, quand il s'occupe d'elle, notamment dans le secteur régulé de l'assurance et de la banque, par exemple, ça se passe pas toujours très très bien pour les principes coopératifs ou mutualistes, en fait. Donc j'essaie de faire en sorte que ce qu'on a été nous dans l'économie sociale puisse nous réconcilier avec le pouvoir de la régulation. Et je sais que Dominique en parle régulièrement, mais il faut impérativement, à mon avis, pour la gauche et les socialistes en particulier, se réapproprier la production de normes. Non pas pour inonder le monde économique de normes, mais pour se réapproprier le pouvoir de le faire déjà, pour commencer. Et de le faire dans le bon sens. Et moi, je suis un fervent partisan de l'entreprise comme créatrice de valeur, pas de n'importe quelle entreprise pour autant, une entreprise qui, par ailleurs, tient compte de l'ensemble de ses parties prenantes. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que quand il y a un problème, il faut créer une taxe et une administration pour la gérer et pour contrôler derrière. Mais par contre, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de chemin encore à faire pour que la gauche soit non pas réconciliée avec l'entreprise, c'est pas une question de réconciliation, c'est qu'elle la considère véritablement comme un lieu où les choses vivent, où les gens vivent, et surtout, j'en finirai par là, dans le monde dans lequel on vit, et je le souhaite, mais je pense que c'est ce qu'on observe quand même, la citoyenneté ne peut plus s'arrêter aux portes de l'entreprise. Il y a beaucoup de chemin à faire du côté du patronat encore, mais l'attractivité des entreprises va en partie dépendre de ça j'en suis persuadé. Moi, dans l'économie sociale, je suis persuadé que quand on a un modèle où on demande aux gens de s'engager, c'est valable pour nos adhérents et nos sociétaires, mais c'est valable souvent pour nos salariés, ça a un effet bénéfique pour la démocratie française. Parce que ce qu'on apprend à faire des entreprises, je le dis pour l'économie sociale, et j'aimerais que ce soit le cas dans le monde de l'entreprise de manière générale, à savoir concilier les intérêts, comprendre qu'il n'y a pas que sa propre opinion ou que son propre intérêt qui compte, ça, finalement, ça nous amène à concevoir la conflictualité différemment, ça nous amène à considérer le point de vue de l'autre, ça nous amène à des compromis, ça nous amène, je pense, à une autre conception plus globale de la démocratie, c'est bénéfique. C'est pour ça que, et je finis vraiment par là, tout ce débat est intéressant sur le plan de la compétitivité, de la cohésion sociale, etc., mais c'est aussi un débat intéressant sur le plan de la démocratie, parce que nos démocraties, aujourd'hui, je pense, en ont largement besoin. Merci beaucoup. Comment on passe de l'économie sociale à la social-démocratie et comment la citoyenneté de l'entreprise permet de refaire société. Merci Jérôme. Jean, alors vous êtes un témoin, un acteur, encore une fois, sur plusieurs décennies de ces questions pour la gauche, à différents postes de responsabilité, et vous avez décidé aujourd'hui de nous livrer des solutions.
des solutions pratiques, concrètes en matière de changement des institutions. C'est très heureux de vous entendre. Je vais être aussi synthétique que possible. D'abord l'introduction. Est-ce qu'en France, l'entreprise est un objet d'intérêt commun? Réponse, non. Deuxième question, est-ce qu'en France, l'entreprise devrait devenir un objet d'intérêt commun? Réponse, oui. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Troisième question, est-ce que cette vision est utopique? Réponse, non. Le modèle existe. Il y a toute l'Europe du Nord, à peu près sans exception, où, sous des formes variées, que j'ai eu l'occasion de pratiquer pendant ma vie professionnelle, l'entreprise est un objet d'intérêt commun. Simplement, la curiosité vis-à-vis d'autrui n'est pas une vertu spécifiquement française. Donc, on ignore souvent en France que le modèle d'entreprise d'intérêt commun existe. Comment y parvenir? Comment passer de la situation actuelle à une entreprise d'intérêt commun reconnue comme telle en France? Je vais vous proposer une méthode, c'est-à-dire regarder successivement les 4 institutions qui constituent l'entreprise et ensuite se demander, avec l'appui du législateur qui est incontournable, comment modifier les règles qui prévalent aujourd'hui et qui empêchent l'entreprise d'être un objet d'intérêt commun. Les 4 institutions, quelles sont-elles? Les actionnaires, ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil d'administration, dont je vais dire beaucoup de mal, le management, dont je vais dire des choses mitigées, et enfin le comité social et économique, c'est-à-dire les représentants des salariés. Commençons par les actionnaires. Premier point. L'un des problèmes fondamentaux en France qui empêche l'entreprise de devenir un objet d'intérêt commun, c'est que le pouvoir des actionnaires est aujourd'hui à peu près sans limite sur les décisions fondamentales qui engagent l'avenir de l'entreprise. Alors je sais bien, on me dira, mais enfin, la loi Pacte a été faite pour. Je m'excuse, hein, mais pour comprendre la loi Pacte, j'ai en permanence besoin de relire les 2 phrases que je vais vous citer, parce qu'elles constituent en elles-mêmes une contradiction incontournable. L'article 1833 du Code civil disait, et dit toujours aujourd'hui, « Toute société est constituée dans l'intérêt commun des associés », donc dans l'intérêt des actionnaires. Monsieur Macron, avec l'appui intellectuel du Collège des Bernardins, j'ai dit ça avec un sourire, a ajouté une autre phrase qui est dans le même article, « La société est gérée dans son intérêt social », qui n'est pas défini, bien entendu, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le seul problème, c'est qui c'est qui est juge de l'intérêt social? C'est toujours les actionnaires. Donc si les actionnaires deviennent verts, c'est très bien. Mais s'il reste ceux qui sont aujourd'hui, il ne se passera rien. Alors, quelques exemples concrets qui se sont produits depuis le vote de la loi Pacte, pour montrer que rien n'a changé. Presque au contraire. Parce que toutes les sociétés dont je viens parler, enfin, beaucoup des sociétés dont on va parler, dont je vais parler, étaient des sociétés à mission, avec des figures tutélaires à la tête. Suez, détruit par une décision des actionnaires. Danone, on en a parlé. Décision d'un actionnaire représentant 3% du capital. Lagardère, démembré par suite des décisions des actionnaires, après une longue histoire où la société a été condamnée par la gestion des mêmes actionnaires, enfin, pas des mêmes actionnaires, mais d'autres actionnaires. Donc la contradiction est flagrante et la loi Pacte ne résout rien. Donc, premier objectif qu'il faut résoudre sur un plan législatif, par la loi, il faut exprimer explicitement que l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt social de l'entreprise, ne se résume pas
aux intérêts des actionnaires. Chose qu'on n'a jamais osé dire, explicitement. Entre parenthèses, ça fait à peu près depuis que je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire très 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 longtemps, je n'arrête pas d'écrire qu'il faut interdire les OPA hostiles, qui sont quand même le moyen le plus expédient de détruire une construction humaine, de détruire une communauté humaine, de détruire une entreprise. Pourquoi on n'interdit pas les OPA hostiles? Je n'ai jamais eu de réponse à cette proposition. L'OPA hostile, c'est le symbole même du pouvoir stupide de l'actionnariat poussé à son extrême, puisqu'on lui donne le pouvoir de casser la société dans laquelle il est actionnaire. Pas de réponse. Je passe. Deuxième composante institutionnelle de l'entreprise objet d'intérêt commun, le conseil d'administration. Alors, je caricature un peu pour aller vite. Le conseil d'administration, hier, encore aujourd'hui, c'est la cour du PDG. D'ailleurs, pour être nommé, il faut plaire au PDG. C'est lui qui recrute les conseils. Les administrateurs sont en général très complaisants. Et le cas échéant, s'ils ont des observations à faire, c'est au nom des actionnaires. Est-ce que j'exagère? Je pourrais vous citer le cas Carlos Ghosn. Que s'est-il passé au niveau du conseil d'administration? Qu'ont dit les administrateurs? Où est leur responsabilité personnelle dans ce qui s'est passé? Pas de réponse. Silence. Je rappelle, mon grand âge me permet cette citation, de dire que le PDG, qui est une institution très française, le PDG est une invention de Philippe Pétain. Le Führerprinzip. Ça remonte à 1940, septembre-octobre 40, et ça a mis fin à un système dans lequel il y avait une distinction explicite entre ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil de surveillance et les gestionnaires. Donc, ce conseil aujourd'hui ne sert à rien, sauf à masquer les comportements parfois bons, parfois terriblement mauvais, abusifs, soit des actionnaires, soit du management. Donc il faut le remplacer par une institution qui, une fois de plus, existe dans la quasi-totalité des pays d'Europe du Nord, qui est le conseil de surveillance, qui est de nature différente. Le conseil de surveillance n'est pas exécutif, donc le management n'y appartient pas. Le conseil de surveillance incarne précisément ce que j'appelle l'intérêt commun de l'entreprise, l'intérêt social de l'entreprise. Il contrôle l'action du management, il définit la stratégie à long terme de l'entreprise, il vérifie qu'elle est conforme avec les nécessités environnementales, sociales, les relations avec la clientèle, le reste de la société, etc. Et surtout, en même temps, il contrôle le management, mais ils sont une barrière par rapport au pouvoir des actionnaires. Donc ils sont une espèce de protection du management auquel, par ailleurs, il demande de suivre les orientations qu'il a fixées. Ce conseil de surveillance est obligatoire dans l'Europe du Nord, en tout cas celle que je connais. J'ai longtemps participé dans des conseils de surveillance aux Pays-Bas. Toute société au-delà d'une certaine taille aux Pays-Bas doit être organisée en conseil de surveillance et directoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et le conseil de surveillance incarne l'intérêt commun de l'entreprise. Ce qui a des conséquences juridiques fortes. Rien n'est écrit à peu près sur les conseils d'administration en France, à part le code AFEP-MEDEF, qui est, de mon point de vue, légèrement suspect. Le conseil de surveillance, dans les pays dont je parle, il a une obligation d'indépendance. Une obligation d'indépendance. Y compris, bien entendu, vis-à-vis des actionnaires. Le président du conseil de surveillance doit être indépendant. Chaque actionnaire, sauf ceux qui sont explicitement désignés comme représentant un actionnaire, doit être indépendant. Et la responsabilité individuelle des administrateurs est engagée dans cet acte d'indépendance. Vous avez déjà vu un administrateur poursuivi en France pour une responsabilité quelconque? Jamais.
Donc le conseil de surveillance est une institution qui doit remplacer ce que j'appelais tout à l'heure le Führerprinzip. Troisième remarque, le management. Le management, j'ai dit, il faut le protéger vis-à-vis des cupidités, des complicités, des abus éventuels des actionnaires. Il faut aussi le protéger contre ces tentations éventuelles, plus ou moins paranoïaques. Là aussi, les exemples ne manquent pas de pouvoir personnel. Donc, troisième remarque, ce qu'on appelle dans les pays d'Europe du Nord le comité management committee, pardon, c'est-à-dire le comité de direction, le directoire, comprend nécessairement plusieurs personnes. Donc non seulement il y a un conseil de surveillance et un directoire qui sont distincts, avec des responsabilités distinctes, mais le directoire lui-même est nécessairement une construction collective. Il n'y a pas de pouvoir personnel dans ces entreprises. Il y a obligatoirement, au minimum, 2 mandataires sociaux. À 2 au minimum. Et quand vous êtes conseil de surveillance, vous ne pouvez pas vider, parce que vous n'êtes pas content, un mandataire social. C'est la collectivité du management qui est engagée, et donc ou vous les videz tous ensemble, ou vous les gardez. Il n'y a pas de pouvoir personnel. Il se trouve que je préside actuellement un conseil de surveillance dans une entreprise française. J'aime autant vous dire que le changement de climat et d'attitude par rapport à ce que j'ai connu comme conseil d'administration autrefois est sans commune mesure. Donc à nouveau, c'est très concret, c'est très précis. Qu'attend-on pour? Enfin, dernier point, parce que c'est le dernier et le plus difficile, mais on y reviendra tout à l'heure le cas échéant, le Conseil social et économique, dans tous les pays d'Europe du Nord. En France, il n'a que des pouvoirs de consultation et d'information, ce qui fait d'ailleurs que je constate, un peu à ma grande surprise, que les présidents de groupes, quand ils existent encore, ne participent plus eux-mêmes aux réunions des comités sociaux et économiques. Moi, j'en ai jamais manqué une, mais vieux style, hein, certainement. Aujourd'hui, au mieux, c'est le DRH qui va. Pour bien montrer que ça ne sert à rien, ou à peu près. Donc, dans tous les pays d'Europe du Nord, aucune décision, je dis bien aucune décision, emportant des conséquences significatives pour l'entreprise, ne peut être prise sans l'accord explicite du Conseil social et économique. Ce qui entraîne une dernière conséquence, que je vous demande de bien intégrer, parce qu'il faut y réfléchir vraiment. Toutes les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, y compris les représentants des salariés, ont un seul devoir et engagent tous leur responsabilité personnelle par rapport à ce devoir. C'est l'intérêt commun de l'entreprise. Et c'est au nom de l'intérêt commun de l'entreprise que les comités sociaux et économiques donnent leur réponse aux propositions du management. Voilà, je pense que je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Jean. Et au passage, merci à Patrick Arnoin qui nous a recommandé d'inviter Jean comme animateur de la commission entreprise OPS. Merci à vous. Alors, Boris, il lui revient en moins de 3 minutes de ramasser, d'élever et de propulser ça dans l'Inde, et d'abord de le raciner peut-être dans le débat politique et parlementaire de ce mandat. Peut-être aussi de nous projeter à travers les éléments repris dans le projet dans ce qui va être notre combat à venir, le combat présidentiel et législatif. Merci beaucoup. Merci Laurent, 3 minutes, je te remercie du temps de parole que tu me laisses. Je n'ai pas évidemment une connaissance aussi savante que les précédents intervenants de la situation, mais simplement nous nous sommes saisis depuis maintenant 4 ans, mais prenons la suite d'un travail qui doit beaucoup, pour ne pas dire tout, à Dominique Potier, avec la loi de devoir de vigilance, reprenant le fil d'une histoire dans laquelle nous voulions sortir de ce dilemme appauvri, consistant à savoir s'il faut aimer ou détester l'entreprise, pour considérer l'entreprise pas seulement comme un acteur de marché, mais comme une partie prenante des défis que nous avons à surmonter, économiques, écologiques, sociaux, dans un monde de grandes révolutions. Et nous avons très tôt travaillé sur ce sujet-là, mettant au cœur de notre réflexion la question du partage du pouvoir, de la codétermination qu'on a qualifiée de codétermination à la française, et qui s'inspire beaucoup
des modèles allemands et nordiques, postulant la création d'un modèle européen d'entreprise qui fasse valoir sa singularité dans les rapports de force économiques internationaux. Voilà. Et considérant qu'un meilleur équilibre du pouvoir était le gage à la fois d'un meilleur partage de la richesse, de la valeur ajoutée de l'entreprise, mais permettait aussi de tracer des perspectives qui étaient des perspectives, j'allais dire, proprement industrielles. En réalité, la codétermination pour nous, c'était rendre au chef d'entreprise sa liberté et le sortir de la main des actionnaires. Jean a dit tout à l'heure à quel point ils étaient dociles. Parfois, c'est une docilité consentie parce qu'ils échangent une bonne rémunération des actionnaires contre une bonne rémunération des dirigeants d'entreprise. Cette codétermination, pour nous, c'est la préférence pour le long terme et les stratégies industrielles sur le court-termisme de marché. C'est la préférence pour l'investissement productif sur les distributions de dividendes. Et si je dis ça, je voudrais faire un focus très rapide sur le partage de la valeur, parce que c'est la deuxième dimension du travail qui a été la nôtre. Nous sommes interrogés sur les écarts de rémunération. Et on peut se poser la question, après la crise que nous venons de traverser, de savoir si le patron d'une grande enseigne, de la grande distribution, peut encore gagner 300 fois ce que gagne sa caissière, sachant à quel point on a eu besoin des caissières de cette crise, et finalement peut-être un peu moins de ce dirigeant d'entreprise. Si je le dis, c'est qu'avec Dominique et avec d'autres, on s'était posé la question de ces super rémunérations, d'abord sur un plan éthique. On s'est dit quand même, qui peut prétendre valoir tant de fois plus cher que le premier de ses employés. Et travaillant sur cette question éthique, en réalité, on s'est aperçu que c'était un problème en réalité économique. Si je dis ça, c'est que, je vais vous donner quelques exemples, s'il y avait eu la même distribution entre tous les niveaux de salaire, je ne prends que la partie salariale, sachant que ces grandes rémunérations se rémunèrent bien autrement que par le salaire. Si il y avait eu la même distribution de l'augmentation de la masse salariale, entre le premier centile de salaire et le dernier centile de salaire, nous aurions 30% des salariés aujourd'hui, c'est depuis 2008, qui gagneraient 10% de plus. Si nous devions plafonner et redistribuer les salaires de 1 à 12, il n'y a pas de salaire au-delà de 12 SMIC. Il n'y a que 0,32% des salariés en France, ça je ne me trompe pas Dominique, il y a plus de 12 fois le SMIC. Si on redistribuait ça, eh bien, on aurait 30% des salariés dont le revenu mensuel net serait augmenté de 289 €. Non, c'est 233 pour les deux premiers décilés. 233 pour 20%. Ça, c'est tu confonds avec la Fondation Jean Oui, Jaurès pardon. qui a une base plus large. Mais simplement pour vous dire que ce qu'on avait au départ conçu comme un problème éthique, c'était en réalité un problème économique considérable, que nous n'en finissions pas de faire des efforts interpellés sur le coût du travail pour baisser les cotisations sociales, et qu'en réalité, ce faisant, c'était surtout pour payer des surrémunérations. Et que pour payer des surrémunérations, dans la chaîne de valeur, nous demandions à des sous-traitants de compresser leurs prix. Et quand je reçois la Fédération des entreprises de la propreté, qui me disent, nous, on ne peut pas augmenter nos dames d'entretien, parce que la réalité, c'est que quand on va faire le ménage chez Total, ils nous demandent de pressuriser les prix. On voit bien à quel point il y a une solidarité dans tout ce fil. Donc, voilà, très court pour dire qu'on s'est saisi de la question de la codétermination et de la gouvernance d'entreprise, d'un nouvel esprit d'entreprise qui fait de la valeur sociale, de la valeur environnementale des éléments de notre compétitivité, qui rentre en résonance avec l'exigence qui est la nôtre d'une nouvelle génération de traités internationaux, qui sont plus d'accords de libre-échange, on n'échange rien, et à quel point nous pensons que si on veut que les gens puissent vivre dignement de leur travail, il faut que le travail paye et qu'il paye bien, que ce soit le salaire et la richesse produite par l'entreprise qui rémunère, on a besoin de s'attaquer au partage de la valeur ajoutée, de s'attaquer à la hiérarchie des salaires. Voilà, j'ai fait hyper court. Merci pour l'effort de synthèse de Boris. On est habitué, mais c'est un régal à chaque fois sur la capacité à apporter cette parole de façon fluide et claire. Je donnais simplement une précision. Il y a deux travaux qui sont tout à fait parallèles et qui sont intéressants à signaler pour ceux qui voudraient se documenter. Il y a un rapport parlementaire sur la question du partage de la valeur. Il y a une mission, il y a un rapport autour de l'examen du droit qui n'est pas que aller dans l'hémicycle et qui est en commission d'affaires sociales, qui vient documenter, grâce aux travaux du Trésor et de la Sécurité sociale, les deux premiers déciles qui touchent, imaginez quand même, sans passer par l'État-providence, et à coût égal pour l'entreprise, 233 € pour 4 millions de salariés, compétitivité égale 0 État-providence. Simplement,
en supprimant on peut pas le supprimer, mais l'idée qu'on avait eue, c'est la CFDT qui nous l'avait soufflé, c'était de supprimer la déductibilité de l'impôt sur les sociétés au-delà de 12 fois, ce que le Conseil d'État permet parfaitement. Donc ça, c'est une réforme prête pour les présidentielles. On n'interdit pas au-delà de 12, mais c'est plus déductible du calcul de l'impôt sur les sociétés, et ça peut avoir un effet aux distributeurs dans cette masse-là. Je vous donne l'idée, et la Fondation Jean Jaurès, qui a accompagné leurs travaux, quatre amis, ont fait un travail assez extraordinaire. Eux, ils partent sur une base plus large de prélèvement, c'est pas 0,32%, c'est plus de 5 000 euros. La note est disponible sur le stand de la Fondation Jean Jaurès, c'est garanti. Très très beau travail. Et ils redistribuent sur des catégories dans un dialogue paritaire avec. Juste pour signaler les deux sources qui sont à votre portée si vous faites une recherche sur Internet. Merci pour ces apports. On va donner la parole. J'ai une demande exprès juste avant de Guillaume Duval, qui a peut-être d'autres impératifs qui voulaient. Merci Guillaume qui va poser une question. On prend les deux votes sur les avis. Tout de suite, là, les deux là. Il y aura une autre salle. On prend trois. Essayez, on se connaît les uns les autres, pour faire des questions brèves pour qu'on profite au maximum de nos intervenants. On y va? Donc Guillaume premium et après les autres. Et Guillaume et après le peuple. Voilà, je blague. Merci Dominique. Oui, juste, moi je me réjouis de ce que je viens d'entendre. Simplement, je me souviens quand même avoir beaucoup essayé, beaucoup de peser en 1997 ou en 2012 pour le même genre de choses et avoir rencontré une résistance assez forte au sein du Parti socialiste sur ces questions-là. Je sais qu'il y a moins d'énarques aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans les instances dirigeantes du Parti socialiste, mais et je me réjouis de cette évolution, mais je regrette un peu qu'on ait loupé quelques échéances qui auraient permis d'avancer dans ce sens-là. Ça, c'était la première remarque. La deuxième chose, c'est que je me réjouis qu'on n'ait pas parlé du tout d'actionnariat salarié jusque-là, parce que pendant longtemps, au sein du Parti socialiste, ça a été la solution privilégiée pour résoudre ces questions, et je pense que c'est vraiment un piège à con, un piège pour les salariés, pour leur épargne, et une fausse et une mauvaise solution pour résoudre la question du partage à la fois du pouvoir et de l'avoir. Donc très bien si c'est oublié. Et j'en viens à deux questions, si tu me permets. La première, c'est gentil le partage du pouvoir entre les salariés et les actionnaires dans l'entreprise, mais ça ne résout pas toutes les questions. Il y a un scandale récent qui vient de le montrer, c'est le scandale Volkswagen. Le scandale Volkswagen, c'est un des seuls scandales à l'échelle mondiale qui ne résulte pas du fait que ce soit quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise qui ait vendu la mèche. Donc on a découvert l'histoire du diesel, etc., parce que des gens extérieurs à l'entreprise l'ont découvert. Pourquoi est-ce que c'est pas venu de l'intérieur? C'est beaucoup à cause du modèle allemand. C'est parce que, effectivement, les salariés et les actionnaires et les dirigeants avaient le même intérêt à ne rien dire sur la truanderie qu'ils étaient en train de faire vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'environnement, etc., etc. Donc on n'a pas résolu non plus la question du pouvoir et des responsabilités de l'entreprise si on partage simplement les choses entre les actionnaires et les salariés. Il faut aussi introduire d'autres acteurs dans la gouvernance de l'entreprise sur les questions environnementales en particulier. Enfin, dernière chose, ce qui fait que les socialistes sont à la ramasse aujourd'hui, c'est pas simplement ce qui se passe dans les très grandes entreprises, c'est aussi beaucoup ce qui se passe dans les petites entreprises, le fait que les salariés des petites entreprises ont eu le sentiment d'être abandonnés par les socialistes quand ils étaient au pouvoir, parce que les socialistes préféraient toujours leur patron à renforcer les droits des salariés dans les petites entreprises. Pour l'instant, je n'ai rien entendu là-dessus. Je suppose que la plupart de ce qui a été discuté concerne surtout les très grandes entreprises. Donc, j'avais fait passer un amendement à la loi travail qui me semblait très intéressant et très important. Ça concernait les réseaux de franchise. Donc aujourd'hui, les petites entreprises ne sont pas des petites entreprises indépendantes pour la plupart. Elles dépendent toutes de grands groupes, en particulier dans le cadre de réseaux de franchise. Il faut des pouvoirs collectifs pour les salariés des réseaux de franchise. Je pense que c'est beaucoup là-dessus qu'on vous attend aujourd'hui. Vous avez mis 20 ans à découvrir la codétermination, c'est très bien, vous l'avez découverte. Mais si vous voulez revenir au pouvoir maintenant, c'est aussi donner du pouvoir
et du poids aux salariés des petites entreprises qu'il faut. Il faut trouver des moyens pour ça. Voilà. Merci Guillaume. Alors, c'était passionnant, et sur la longueur, c'était juste le contre-exemple. Hein. Mais c'était passionnant par ailleurs. Hein. Puis, il a un statut un peu particulier dans Compagnon de route, Guillaume. Et je vous demandais d'être plus bref dans vos questions, d'aller directement. Merci. Alors, on en prend 3. Une première série de questions, et on en prend 3 qui sont levées là. Très bien. Une question du peuple rapidement. Juste voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup plutôt de grosses entreprises. Moi, je voulais poser une question aussi sur notre vision pour une nouvelle forme de travail qui se développe beaucoup et qui, je pense, est un piège et dont on a beaucoup entendu parler, qui est tout ce qui est libéral, entreprise personnelle. On parle d'ubérisation, etc. Moi, j'en ai un grand cabinet où, effectivement, aujourd'hui, ils ont recours plutôt à des libéraux plutôt qu'à des salariés. Et donc, on voit que c'est une forme de travail et d'entreprise qui se développe, qui peut être séduisante par ailleurs, puisqu'effectivement, on serait dans une certaine forme de propre patron, mais avec beaucoup de pièges, beaucoup d'insécurité, de précarité. Donc, voilà, je voulais avoir votre retour sur cette question-là. Merci. Je signaler au passage qu'il y a eu un atelier spécifique là-dessus hier, animé par plusieurs collègues, dont Olivier Jacquin, qui a travaillé au Sénat sur cette question. Mais on y répondra. Monsieur. Oui. Alors tout d'abord, une remarque en question le pouvoir. Actionnaire des salariés a montré leurs limites, mais pourquoi ne pas avoir effectivement des représentants des salariés au CA? Également, sur le Conseil, est-il normal que des établissements financiers, banques, assurances ou autres puissent être actionnaires d'une entreprise? Moi, je dirais qu'il faut l'interdire. D'autre part, pour rendre aussi les dirigeants indépendants, disons, des conseils, on a parlé échelle de rémunération, mais pour moi, c'est interdire les stock options. Alors, on va prendre une troisième comme prévu, c'était Patrick, et après on aura une nouvelle synthèse. Oui, bonjour, oui, je suis Patrick Ardouin de la Commission nationale entreprise, où on essaie de réveiller la nostalgie du secteur entreprise. Donc, d'abord, merci pour la table ronde, c'est très intéressant. Moi, j'avais simplement 3 points. Le premier, c'est il existe de plus en plus un statut d'entreprise qui s'appelle le statut à action simplifiée, qui est un statut qui permet de ne pas avoir de conseil d'administration et de biaiser encore plus tous les intérêts des salariés, etc. Et je crois, on en a parlé d'ailleurs avec Dominique à différentes reprises, qui d'ailleurs a agi là-dessus très bien. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à ça. Deuxième point rapide, c'est par rapport à Madame Schumann. Il y a eu effectivement, il y a quelques années, par la Commission européenne, 20 social pillars, comme on dit, 20 piliers sociaux qui ont été conseillés par la Commission européenne. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une directive? Parce que quelque part, le droit du travail, à un moment donné, il doit devenir européen. Et il faut une harmonisation européenne. Et est-ce qu'il y a des avancées dans le domaine d'une directive européenne sur le droit du travail? Même si je sais que ça ne fait pas partie des compétences, mais c'est un enjeu majeur. Et troisième point, ça a été un peu dit par M. Duval, c'est par rapport à la responsabilité sociétale des grandes entreprises, des très grandes entreprises. Il y a un véritable sujet, c'est que il faut que l'entreprise et le développement de l'entreprise, ses produits et ses services, ne soient pas faits uniquement dans le cadre de l'intérêt même de l'entreprise, de son développement, etc. Et y introduire aussi, à mon avis, ça va donc au-delà de la gouvernance partagée dans l'entreprise, des parties prenantes extérieures qui peuvent être des territoires, qui peuvent être des pays, et qui font que des développements d'entreprises ou des produits et des services peuvent polluer l'environnement, saccager des régions, faire de l'exploitation d'enfants, etc., etc. Donc il faut faire attention, à mon avis, c'est que dans la gouvernance, je partage tout ce qui a été dit évidemment par Jean, mais en plus, il y a ces parties prenantes extérieures qui, à mon avis, sont très, 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 très importantes. Et on voit bien à travers, voilà, dans le pétrole, dans le gaz, dans l'habillement ou dans le textile, voilà, il y a quelque chose à faire de très important. Voilà, merci. Merci, on va donner après à Pierre Victoria qui va rouvrir un deuxième cycle, mais on va déjà s'arrêter là, 1 minute chacun, je propose, il y aura 2 cycles, on prendra toutes les questions qui restent, et il y aura que 2 cycles. On a vraiment des impératifs, faites-moi confiance, pas de stress, on va essayer de répondre à tout. 1 minute chacun pour un panorama de réponse, on ne peut pas répondre à tout. Vous avez compris qu'il y a 2 grandes questions, c'est de ne pas oublier les petites boîtes qui subissent sous-traitance,
dépendance par rapport à les franchises, les ubérisations, etc. Et puis il y a toute une question autour des indicateurs qui est évoqué à l'instant, communs. Ils ne peuvent pas se résoudre avec co-détermination à l'entente entre salariés et propriétaires de capital. Il faut un dialogue social qui passe par l'engagement des indicateurs et qui dépasse les frontières. C'est un peu la mission du devoir de l'échange. Je dis des éléments de réponse déjà pour accélérer, mais chacun va répondre comme vous l'entendez. Jérôme, qu'est-ce que t'inspire les réflexions qu'on a eues? Il y en a eu 3 prises de parole. Moi, je répondrai sur la question de la composition des conseils d'administration, notamment la question des tiers présents dans les conseils d'administration. Ça me rappelle l'échange que j'ai déjà évoqué tout à l'heure avec Nicole Notage de Mixena, qui m'expliquait que précisément pour suivre la mission de l'entreprise, il y avait un comité extérieur, mais il y aurait aussi une augmentation, il suggérait une augmentation du nombre de représentants, d'administrateurs représentant les salariés de les conseils d'administration. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai eu ma propre expérience de dirigeant d'entreprise, qui aujourd'hui encore, au Crédit Coopératif, est au top de ce que la loi permet. Mais la vérité, c'est que je pense que ça ne suffit pas. Par définition, les salariés ont aussi leur propre vision, c'est pour ça qu'ils sont là, leurs propres intérêts, et c'est pas eux pour autant qui ont même la vérité. Donc la question de l'intégration d'un tiers de les conseillers d'administration, alors que ce soit des actions de protection de l'environnement, des représentants des écosystèmes territoriaux dans lesquels l'entreprise est présente, etc., me semble assez fondamental à venir. Parce qu'on a besoin de regard ultra extérieur sur la vie d'entreprise, non seulement pour suivre, pour surveiller, mais aussi pour définir ce que j'en disais tout à l'heure, l'objet social de l'entreprise. Je rattacherai même ça au débat sur la conditionnalité des aides, on va dire. J'ai un vrai sujet sur la façon dont on pilote les aides qui sont consenties par l'État sous quelque forme que ce soit. J'ai même suggéré à un moment que les aides soient isolées dans une société coopérative d'intérêt collectif où on met toutes les parties prenantes qui doivent s'assurer que les aides sont correctement utilisées, en tout cas ce pourquoi elles ont été demandées au départ. Donc, si je résume, mon sujet sur lequel je n'ai pas d'idée magique sur la question, mais comment on peut faire rentrer des tiers de la même façon que l'État est censé avoir une agence des participations de l'État qui est loin du rôle qu'elle devrait avoir, mais enfin bon, qui en tout cas est censé incarner autre chose dans le conseil d'administration. Comment on peut faire incarner autre chose au-delà de la conflictualité entre les apporteurs de capital et les représentants des salariés, parce que ni les uns ni les autres ne peuvent suffire à résumer l'enjeu, à mon avis. Même en augmentant ou même en ayant la parité entre les deux. Merci Jérôme pour l'ouverture d'un débat plus fin à l'intérieur d'un relatif consensus. Il y a un débat de précision sur la place des tiers et la rôle de régulation de la puissance publique. Ça voudrait, moi je suis plutôt de deuxième gauche, je pense que c'est à l'État de dire c'est interdit, pas possible, c'est pas toujours au dialogue, c'est aussi à une loi qui s'impose et le droit dur. Isabelle, une remarque Oui, peut-être deux remarques brèves. L'auto-entrepreneuriat ou effectivement l'ubérisation, un dossier extrêmement présent actuellement au niveau de l'Union européenne. Vous savez que la Commission a proposé une directive, est en train de travailler sur, entre autres, ce sujet dans le cadre du droit du travail, entre autres. Donc là, un élément de réponse. Mais aussi dans le cadre du droit de la concurrence, d'une façon intéressante, notamment parce que les auto-entrepreneurs, lorsqu'ils veulent se regrouper et qu'ils ont accès, grâce à certains syndicats, à une possibilité justement de se regrouper et de faire valoir leur voix, sont taxés d'être des cartels et donc sont contre le droit de la concurrence. Et là, nous avons une attitude de la Commission européenne assez étrange et qui ne reconnaît pas en fait la possibilité et de voir, je dirais même, du monde syndical et des représentants des travailleurs à représenter ces auto-entrepreneurs et de nous taxer également d'entreprises et d'organiser des cartels. Donc, nous travaillons effectivement sur ces deux plans-là. Le plan protection justement de ces auto-entrepreneurs en tant que salariés, la plupart d'entre eux sont des salariés déguisés, et effectivement, dans le cadre du droit de la concurrence, de trouver des solutions qui nous permettent, en fait, comme la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne nous le permet, d'adapter les restrictions au droit de la concurrence, justement parce que ces accords collectifs ne sont pas des accords de droit commercial, ce n'est pas de la concurrence, c'est pour mettre en place des conditions de travail qui devraient être décentes dans ces entreprises. Et deuxième point sur
la transformation et la proposition d'une directive sur une liste de 20 propositions qu'on appelle les principes, non. Et je dirais non, parce que ce pilier social européen est un avatar de la charte sociale, de la charte des droits fondamentaux, qui est, elle, est légalement contraignante, fait partie du traité de l'Union européenne. Elle est obligatoire et elle est le compas que devrait avoir la Commission et l'ensemble des institutions européennes sur l'ensemble de leurs activités, ce qui est loin d'être le cas, et pour l'ensemble des États membres lorsque ces États membres transposent le droit européen. Et si on commence à mettre ce pilier sous forme de directive, eh bien le risque que l'on court, c'est que l'on diminue la qualité normative et le compas, la ligne ne pas transgressée de cette charte. Il va y avoir des initiatives. Ces initiatives peuvent, à partir de ce pilier, peut-être donner quelques directives ponctuelles sur certains sujets, mais le pilier en lui-même ne devrait pas être transformé en une directive. Nous avons une charte et c'est cette charte qui va être notre compas. Merci Isabelle. Alors, je vais demander aux deux autres d'être très courts, on va reprendre une rapide, simple de questions et conclure. Jean, rapidement, prenez un an. Juste pour corriger une impression que j'ai peut-être donnée, le modèle de codécision de l'Europe du Nord ne s'applique pas aux grandes entreprises. La codécision au sens de l'accord nécessaire du comité social et économique s'applique à des entreprises à partir de, suivant les pays, 50, 100, 200 salariés, c'est-à-dire à un seuil très bas. Ce qui ne s'applique qu'aux grandes entreprises, c'est la notion de conseil de surveillance directoire. Mais la codécision, qui est fondamentale, s'applique à toutes les tailles d'entreprise. Deuxième remarque, bien entendu, si on arrive à définir un intérêt social de l'entreprise sur lequel le capital et le travail sont obligés de se mettre d'accord, on n'a pas tout résolu, mais il me semble que les mettre à égalité, pour des socialistes, c'est quand même mieux que d'un progrès important par rapport à la situation actuelle. Paris ne s'est pas fait en un jour. Alors pour résoudre la suite, deux remarques qui ont déjà été faites. Un, il faut des administrateurs indépendants dans les conseils, ça je l'ai déjà dit, je le répète, l'indépendance des conseils, quel que soit leur actionnariat, quelle que soit la présence ou pas de l'État, l'indépendance des conseils est fondamentale. Et deuxième remarque, vous n'obtiendrez jamais d'une entreprise, sauf miracle, qu'elle corrige d'elle-même spontanément ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes, ses externalités négatives. Mais l'État, il doit bien servir à quelque chose quand même. Donc c'est à l'État de le faire. C'est à l'État de dire, désolé, ça c'est interdit, ou ça vous payez tant. Voilà. Le CO2, ce n'est pas des entreprises qui vont y venir spontanément pour payer une taxe CO2. Ça, c'est la norme de l'État. Mais une fois que la norme sera prononcée, il faut que l'entreprise l'intègre dans son intérêt social. Maurice passe son tour, merci. Alors Pierre, le monsieur qui est derrière, 3, et puis si on est... Allez. Mais vous faites chacun 10 20 secondes, sinon on va vous sortir d'autogestion après, parce que je devrais vous laisser. Oui, juste 2 secondes, Pierre Lutaria, donc je suis expert associé à la Fondation Jean Jaurès, où je travaille sur les questions d'utilité et de responsabilité de l'entreprise, et j'ai été moi-même administrateur salarié d'un grand groupe, en l'occurrence Veolia. Juste un point, d'abord une information, nous sortons, Fondation Jean Jaurès et CFDT, une note sur la question de gouvernance partagée au mois d'octobre, uniquement à partir de l'exemple de ce qui s'est passé entre Suez, Veolia et Engie. C'est-à-dire que plutôt qu'être dans les théories des discussions, on a regardé exactement ce qui s'était passé dans les 3 entreprises, comment les administrateurs salariés s'étaient comportés, à quel moment ils avaient une influence, comment ils avaient pu avoir une influence. Donc c'est un travail qu'on présentera publiquement au mois d'octobre et qui, je pense, et on finira bien évidemment par des propositions qui, j'espère, pourraient être reprises à un moment donné sur le projet. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un lien intrinsèque entre partage du pouvoir et partage de l'avoir. C'est-à-dire que plus vous avez des administrateurs salariés, plus vous avez un contrôle sur la question des rémunérations des dirigeants. Et là, je voudrais réinsister, et je l'ai déjà dit à Dominique, ne nous focalisons pas uniquement sur le salaire du PDG, parce qu'il y a un petit côté syndrome
du lampadaire, c'est-à-dire qu'on va regarder le salaire du PDG parce que c'est le seul qui aujourd'hui est public et doit être rendu public, alors qu'il me semble qu'il y a un vrai accroissement des inégalités au sein de l'entreprise, parce qu'il y a une structuration entre des cadres dirigeants, des gens qui appartiennent à Comex, à Codir, etc., sur lequel nous n'avons aucune transparence sur l'évolution de leur rémunération, et donc quelquefois d'ailleurs l'utilité de cette rémunération est fortement contestée. Troisième chose que je voudrais dire, c'est malgré tout à travers les débats sur de la loi PAC, sur raison d'être, entreprise à mission, la question du positionnement des salariés et de leurs administrateurs est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort de processus qui sont uniquement des processus classiques des RH, c'est-à-dire d'information-consultation, pour des processus beaucoup plus de co-construction. Et on sent des tensions, y compris dans les entreprises qui ont choisi des entreprises à mission et des raisons d'être, entre justement les RH et le reste de l'entreprise, dans cette capacité à sortir et à aller plus loin vers une gouvernance plus partagée de l'entreprise. Merci Pierre pour tous les travaux de la Fondation Jean Jaurès sur lesquels nous coopérons et qui ont vocation à converger à la veille des présidentielles, bien sûr. On pourrait parler d'un enrichissement, d'un processus qu'on a engagé par les uns et par les autres. Juste dire que ces propositions du top 10 des revenus et du centile pour les écarts, tout ça a été parfaitement intégré à l'issue de la mission d'information. On a, par les consultations qu'on a fait dans la tienne, on a intégré tout celle-là. Alors rapidement, ils avaient sinon il n'y aura pas de réponse, on y va. Puis vous, monsieur, qui sera... Il y a une expression qui est devenue courante au point que même Marine Le Pen l'utilise, c'est l'État stratège. On est là depuis 2 heures à peu près, mais on n'a à aucun moment parlé de l'État entrepreneur, c'est-à-dire du devenir de l'entreprise publique. J'y ai passé 40 ans, de devenir de l'entreprise publique, de l'État actionnaire et je dirais partie prenante du partage du pouvoir et de l'avoir. Et je crois que c'est une question qui est tout à fait importante et à prendre en compte. Merci beaucoup. Alors, on y va, vous levez, vous parlez fort, on est vraiment, mais vous dites un mot le sujet que vous voulez aborder, allez-y. Pourquoi En fait, j'ai une question, c'est en lien avec ce que Jérôme Sappier et Isabelle Schumann. On parle d'égalité en fait dans l'ESS. Les EA et les EI, entreprises adaptées et entreprises d'insertion aujourd'hui font partie de l'ESS. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les EA soient dans une forme d'égalité quand on sait que le pilier social appartient aux États? On ne pourra jamais avoir d'homogénéité européenne. On sait que la concurrence joue un rôle important. Là, en fait, on est sur des modèles en fait, qui se contredisent. Donc, le boulot, par exemple, qu'il y a dans les 6 mois qui vont venir, va être essentiel parce que ça veut dire, si on veut être dans l'égalité, il faut forcer les États à revoir les critères d'homogénéité du handicap pour que les entreprises adaptées soient égales dans le SS. Mais vous allez poursuivre le dialogue après. Je le prends comme une proposition qui ne suscite pas une réponse parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est une proposition très fine, très précise qu'on apprécie comme celle qu'a apportée Pierre. La vôtre, de ne pas oublier les entreprises publiques, les agences de participation de l'État, bien sûr, comme élément stratégique. Je les prends plutôt comme des propositions, ce sera un mot de conclusion qu'auront chacun. Monsieur, c'est le dernier mot. Levez-vous et exprimez-vous rapidement, s'il vous plaît. Un mot, sinon je... Oui, merci. Juste dans le partage de la voix, Boris en a parlé, mais dans l'évolution de la répartition de la valeur ajoutée, justement, et c'est une question que je vous pose, c'est bien les salariés qui ont le plus perdu. Et ce n'est pas tellement les actionnaires qui ont le plus gagné. Celui qui a le plus gagné aujourd'hui, en tout cas, c'est des études que je mène sur les grands groupes, ce sont l'entreprise elle-même. Donc comment on peut faire pour essayer de faire passer ce message, de faire augmenter finalement, et ça va être un sujet de débat de la campagne électorale, les salaires. Alors qu'il y a la possibilité, on le voit très bien dans cette répartition de la valeur ajoutée, donc c'est la question que je pose. Et dernier mot, sur les actionnaires, sur l'actionnariat, on a besoin de fonds d'investissement. Dire par exemple, je pense que Danone n'a pas, c'est pas 3% qui permettent de faire sauter le président, c'est qu'il y avait des tas de problèmes. Donc je crois que le rôle de l'actionnaire doit être redéfini, certes, mais ne le vilipendons pas trop. Merci. La qualité de l'actionnaire et de l'épargne, du fléchage de l'épargne vers l'actionnariat vertueux est un vrai sujet en tant que tel. Il ne s'agit pas de le diaboliser, il s'agit de voir sa nature et comment les citoyens peuvent contribuer également. D'accord. C'est un sujet valable pour terminer. Je ne vois pas.
vais faire sans micro, je vais essayer d'être rapide. Question par rapport au management. Quelle parole politique porte sur la question du management? On vient de traverser cette crise, il y a des éleveurs encore, elle est en train de bouleverser, vraiment je travaille dans une entreprise de moins de 10 personnes, elle est en train de bouleverser les rapports entre les managers, et on a parlé beaucoup de PDG, on a parlé beaucoup d'actionnariat, oui, mais même sur le terrain, les managers de proximité, le rapport au travail, ce que le télétravail impacte dans le rapport au travail, et je suis d'accord avec vous, il y a vraiment un grand flottement sur la façon dont les gens envisagent leur rapport au travail, et je pense que ce point peut être aussi une réponse, comment est-ce qu'on partage le pouvoir, et du coup d'arriver à porter une parole politique, on fait comprendre aussi aux décideurs que c'est leur intérêt de changer ce rapport-là au travail, de l'inclure dans leur réflexion, parce qu'en fait là on est dans une phase d'ébranlement assez forte. Les entreprises se posent la question de comment on va garder nos salariés dans un climat aussi chancelant. Bien, merci. Moi, je vais faire un truc assez original, mais j'ai pas le choix, j'ai vraiment des contraintes logistiques très fortes. Je pense que pour la salle, c'est un délai de 3 minutes qu'on a, mais ça permet, 4 minutes, ça permet à chacun de conclure. Je vais donner le rôle de l'animation et de la conclusion à Boris, qui le fera merveilleusement bien, mais je dois absolument vous quitter, sinon je rate des événements importants sur ma circo demain, notamment des cérémonies patriotiques, j'ai pas le choix, il faut que j'en prenne le dernier train. Donc je file, la fête de la merveille, bien sûr. Je vais filer, je suis vraiment désolé, je vais vous remercier pour la qualité des échanges. Chacun va avoir 1 minute pour répondre, peut-être sur le fond, parce que les dernières questions, je les prends comme des contributions à un débat qui nous passionne, qui est de multiples branches, qu'on n'a pas pu totalement explorer. J'ai envie de dire, ce qu'on a peut-être partagé depuis quelques années, c'est à nouveau une passion de considérer l'entreprise comme une aventure humaine au service de la société et du commun. Et pour ça, il ne faut pas se payer une mousse, ce n'est pas la raison d'être et les pseudo-réformes de l'actuel mandat qui sont à la hauteur des enjeux. Mais il y a structurellement à changer les institutions. Ça ne suffit pas, ce n'est pas le seul élément, vous êtes plusieurs à l'avoir dit, il faut rajouter d'autres éléments de régulation. Et j'ai entendu, moi, une des choses importantes aujourd'hui, c'est Jérôme nous dire, l'ESS, qui a été pionnière dans l'organisation interne de l'entreprise, découvre qu'elle a besoin de macro-régulation dont sont porteurs par ailleurs les propositions de la gauche à l'échelle de l'Europe ou de la mondialisation. Donc cette réarticulation-là, elle est devant nous. Moi j'apprends vraiment comme une bonne nouvelle, cette prise de conscience, elle semble partagée, elle infuse, elle est précisée par les apports des uns des autres aujourd'hui. C'est un chantier, c'est plus qu'un chantier, c'est un combat, et un combat pour les présidentielles. Je demandais peut-être dans l'ordre à Jérôme, Isabelle et Jean, et à la fois Boris conclura et remerciera les uns les autres. Merci Boris de prendre l'animation. Je vous laisse. Merci Dominique, au revoir, on rentre chez toi. Non mais je veux envie de remercier Dominique pour le travail qu'il fait, parce qu'effectivement, dans pas mal d'endroits, on sait que le Parti socialiste travaille sur ces questions-là grâce à Dominique. Voilà, c'est peut-être la tête de gondole, mais en tout cas, il est vrai qu'il y a un travail qui se fait. Pardon pour la tête de gondole. Non, mais écoutez, en moins d'1 minute maintenant, moi je vais redire ce que j'ai dit à la fin de mon intervention tout à l'heure, c'est je pense que notre rapport à la démocratie doit intégrer le rapport à l'entreprise et au monde du travail. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de l'ESS pour faire plaisir, pour la valoriser, évidemment, je sais le faire aussi, c'est pas le sujet, mais ce que je crois aujourd'hui comme étant l'un des principaux enjeux, c'est la déliquescence de nos sociétés démocratiques. Voilà. Et qui n'a pas compris que cela se passe aussi dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, dans la régulation de l'économie, je pense passe à côté de quelque chose de grave. Voilà. Et donc plus les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, laisseront les choses se dérouler devant la financiarisation absolue de l'économie, de la déconnexion entre ce qui se passe dans le monde du travail, de l'entreprise et le reste de la société, plus on laissera faire ça, plus ce sera dangereux. Et évidemment, plus on perdra pied par ailleurs tous ceux qui essaient de faire en sorte que ça se passe un peu autrement. Vous savez, dans le monde de la banque dans lequel je suis à titre professionnel, il y a plein de considérations qui font que la norme existe. Et là, pour le coup, la norme existe. Il y a pas de doute là-dessus. L'intérêt collectif de la banque et du monde du secteur financier, il est parfaitement défini. Je ne dis pas qu'il est bien défini par ailleurs, qualitatif. Tout ce qui constitue la cohésion sociale et démocratique d'un pays, par contre, lui, ne fait pas l'objet d'une réflexion collective qui amène à avoir de la norme derrière. Ça, c'est dangereux pour le coup. Et la déconnexion entre les deux me semble, pour le coup, très périlleuse pour nos sociétés. Peut-être dans la même ligne, et pas pour répéter la même chose, je pense que
on est arrivé à la croisée des chemins. Je pense que la crise nous a tous réveillés et est en train de nous donner les possibilités d'un changement qu'on a voulu et pour lequel on a travaillé depuis des années au niveau local, au niveau national, au niveau européen. Et je pense qu'il faut saisir le taureau par les cornes et il faut y aller. Il faut avoir des propositions courageuses et je pense qu'effectivement, avec les travaux notamment de Dominique, de tous les collègues au niveau national, de tous les autres collègues, je dirais au niveau européen, nous travaillons dans ce sens-là. Il y a d'autres fondations en Europe, des institutions de recherche qui travaillent énormément pour supporter ces demandes. Nous en avons pris quelques-unes, comme aussi des choses qui sont pour nous peut-être un petit peu difficiles à mener au niveau européen, mais pour lesquelles on pense qu'il y a un potentiel, notamment les ratios au niveau des rémunérations. Un sujet très difficile que nous avons actuellement en discussion au Parlement européen, dans le cadre d'un rapport pour lequel nous avons une résistance énorme de la part du patronat, mais ça ne nous empêche pas d'y aller. Et on y va franc jeu. Le devoir de vigilance, je le rappelle, pour vous, c'est peut-être une affaire conclue, c'est fait, on l'a fait en 2017, et puis non, ça arrive au niveau européen, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour mobiliser sur des sujets dont la France a été précurseur. Il y a d'autres États membres qui se mobilisent sur d'autres sujets reliés sur le devoir de vigilance avec des avancées qui sont encore plus que ce que la France avait proposé en 2017. L'Allemagne, entre autres, avec une autorité compétente extérieure pour le contrôle, et je pense que ça répond à l'une des questions notamment relatives à Volkswagen. La Belgique se met en place avec encore des avancées plus importantes, et je pense qu'on a tous à gagner à mettre en commun nos intérêts positifs et nos avancées positives sur ce sujet, pour pas que la Commission arrive avec un lobby très important de la part des employeurs, entre autres, et de la part du parti droite, extrême droite au niveau du Parlement européen, pour qu'on arrive à une coquille vide. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, après cette crise, d'arriver sur un devoir de vigilance qui serait une coquille vide. Et ce devoir de vigilance, c'est plus que l'obligation des entreprises de proposer un rapport sur des éléments sociaux, voire environnementaux. C'est la participation des travailleurs à l'installation de ces mécanismes et des plans ou des systèmes ou des stratégies au niveau de l'entreprise et de cette évaluation pour qu'on évite d'avoir des drames sociaux, des drames environnementaux, pour qu'on fasse de la prévention et pour qu'on ramène l'entreprise à autre chose que du profit, qu'on évite ces maximisations, ces optimisations fiscales, environnementales et sociales, et pour qu'on arrive au plus de Je suis désolé, à moi qu'il choisit maintenant pour les rôles. Okay. Un mot qui me paraît important sur le rôle du management. La crise a montré quelque chose de fondamental, c'est que le management, il doit d'abord s'occuper de l'ensemble des forces productives à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça son rôle fondamental, surtout quand il y a des difficultés. La capacité du management à garder l'unité de l'entreprise, à la regrouper autour d'une vision commune de façon à surmonter les difficultés, c'est fondamental. Et de ce point de vue-là, si je puis dire, il n'a rien à faire dans la relation avec les actionnaire. Ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est la relation avec les salariés et comment leur donner une unité de vue et une unité et une solidarité dans le comportement. Les relations avec les actionnaires, ça relève une fois de plus de ce que j'appelais le conseil de surveillance. Et pour aller dans le sens sur les rémunérations, avant la révolution que représenterait un plafond sur les rémunérations, moi j'ai une mesure très simple qui irait d'application immédiate et qui irait dans le sens que je viens de dire. C'est interdire pour toute entreprise, à tous les niveaux, toute indexation des rémunérations sur les indices boursiers. C'est du bon sens. De la même manière que l'interdiction des OPA hostiles, c'est du bon sens. Ce bon sens-là n'interdit pas qu'il existe des actionnaires en Europe du Nord. L'Europe du Nord n'est pas un pays sans actionnaires, ne croyez pas ça. Les entreprises d'Europe du Nord sont normalement capitalisées, avec d'ailleurs moins de fonds d'investissement que chez nous. Donc ce n'est pas une question de suppression des uns par rapport aux autres,
c'est une question de complémentarité de rôle et d'institutionnaliser à l'intérieur de l'entreprise les différentes fonctions qui doivent être distinctes les unes des autres. Ma conclusion, ce sera celle de nos trois intervenants, que je souhaite vraiment vivement remercier pour leur participation, pour leur inspiration permanente qu'il a leur sur nos travaux et sur le projet du Parti Socialiste. Je crois qu'on a débordé d'1 quart d'heure à peu près. Donc nous allons devoir vite libérer la salle. En tout cas, merci aux intervenants et merci à chacun.